Alors, bonjour à tous. On va commencer doucement et puis on n'a pas oublié de lancer l'enregistrement. Donc, vous pourrez, pour ceux qui nous rejoindront progressivement ou éventuellement par la suite, vous allez pouvoir nous réécouter si vous le souhaitez. Donc, je suis Elisabeth Botello-Nevers, je suis chef du service d'infectiologie. Amandine Gagnon-Brunon, je suis maître de conférence dans le service d'infectiologie. Donc, l'idée, alors attendez. On a un petit souci technique, je pense que vous aviez de l'écho. Ça marche. Allez, c'est parti. Donc, on vous a mis, on ne va pas rentrer dans le détail nos liens d'intérêt, pas de lien à titre personnel. Par contre, bien entendu, comme on travaille au centre d'investigation clinique notamment, et que dans nos travaux de recherche, on travaille sur la vaccination, on collabore éventuellement avec l'industrie pharmaceutique. Et puis moi, je fais partie du comité de pilotage du réseau de vaccinologie en France qui s'appelle IREVAC. Alors très vite, on va rentrer dans le vif du sujet et puis vous verrez que certains d'entre vous nous ont posé quelques questions. Donc on va essayer d'y répondre très pratiquement et puis on va essayer d'aller vite, même si on est un peu bavarde, pour pouvoir vous laisser la possibilité de poser des questions sur le chat. Alors à l'heure actuelle, les vaccins qui sont présents et qui existent contre la Covid-19, ben, vous voyez sur le site de l'OMS, on peut mettre en évidence qu'il y a énormément de vaccins qui sont en cours de développement et notamment on voit On a tous les soucis techniques, c'est chez nous. alors normalement voilà, tout devrait être bon. On a plus de 21 candidats vaccins qui sont à l'heure actuelle en phase déjà chez l'homme, les fameux phases 2 ou phase 3. Et vous pouvez voir qu'il y a des vaccins de différents types, des vaccins un peu à l'ancienne, hein, les vaccins protéiques par exemple, et puis des vaccins avec des techniques un petit peu plus nouvelles. On va y revenir. Alors, les questions qui nous ont été posées étaient d'expliquer les différences de technique entre le vaccin AstraZeneca et quelle était la différence par rapport au vaccin Johnson et Johnson. Et puis, pareil, les histoires d'interaction en termes de traitement avec le traitement immunosuppresseur. Et je l'ai mis dans cette catégorie-là pour vous expliquer que dans le cadre des vaccins Covid, il y a tout un tas de types de vaccins qui sont en cours de développement ou qui sont mis sur le marché. On a d'un côté les vaccins ARN, on va y revenir, les vaccins vecteurs viraux, et puis en développement, mais qui ne sont pas encore sur le marché, il y a des vaccins avec des techniques plus anciennes, à base de protéines, à base de virus inactivés hein, qu'on a détruits, ou éventuellement, mais ils sont un petit peu plus loin en développement, à base de virus, du coronavirus atténué. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas du tout encore des vaccins mis sur le marché. Les vaccins qui sont commercialisés, ils sont de deux types. Ce sont les vaccins ARN messagers, où, pour faire simple, on a un bout du génome de la fameuse protéine S, qui est celle pour laquelle on va avoir une réponse de l'immunité et qui va nous protéger du coronavirus, qui va être injectée et qui va demander à nos propres cellules finalement de fabriquer cette protéine S et on va avoir une réponse de notre système immunitaire pour fabriquer des anticorps et puis une immunité cellulaire aussi pour nous défendre de façon différente. Et pour ça, ces vaccins ARN à l'heure actuelle, il y en a deux qui sont sur le marché, celui de Pfizer, BioNTech, et puis celui de Moderna. Et puis, il y a d'autres types de vaccins qui maintenant sont sur le marché, qui sont celui d'AstraZeneca et celui de Janssen, et qu'on appelle des vecteurs viraux non réplicatifs. En gros, on prend un adénovirus qui, pour le vaccin d'AstraZeneca, est un adénovirus non humain, et pour celui de Janssen, est un adénovirus humain. Donc des virus bénins pour l'homme hein, qui donnent des petits rhumes. On les modifie pour qu'ils ne puissent pas se multiplier et donc pas donner la maladie de l'adénovirus.
Et à l'intérieur, on met le gène de la protéine S. Et pareil, une fois que ce virus, du coup, ce vaccin avec ce virus qui ne peut pas se répliquer est injecté, nos propres cellules vont ensuite répliquer et produire cette protéine S et on va venir comme ça s'immuniser. Donc, Janssen, ou Johnson Johnson, quand c'est son nom américain qu'on utilise, a la même technique finalement que AstraZeneca. Alors, quand on parle d'efficacité d'un vaccin, globalement, au départ, on part des études cliniques. Imaginons qu'on prenne 100 volontaires et lorsque on a 100 volontaires vaccinés qui reçoivent le vaccin, on va peut-être avoir que 2 cas d'infection ou de maladie sévère, ça dépend des études. Les études n'ont pas forcément choisi toujours le même critère. Et dans le bras placebo, on va peut-être avoir 20 cas. À partir de ce moment-là, on peut considérer que c'est la différence de risque d'être infecté qui permet d'établir l'efficacité. Et là, on a une réduction du risque qui est de l'ordre de 90% dans cet exemple-là. Donc, c'est une forte efficacité. Mais attention, quand on compare l'efficacité des vaccins, il faut bien regarder de quoi on parle, et en particulier si on regarde juste de l'infection, c'est-à-dire une PCR positive, ou si on parle d'une maladie sévère ou du risque d'hospitalisation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'efficacité, elle va être dans les vaccins, mais ensuite, en vraie vie, on va pouvoir aller regarder ce qu'on appelle en effet l'efficience ou l'efficacité en vraie vie et qui nous permet d'avoir des résultats plus complets. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous êtes dans une population qui est vaccinée et où on dit que le vaccin est efficace à 90% pour éviter l'infection ou les formes graves, à l'échelle de l'individu, donc les 90%, c'est sur les 100 bonhommes vaccinés, mais à l'échelle de l'individu, c'est soit on répond à la vaccination et on est 100% protégé, soit on ne répond pas et on n'est du coup pas protégé. On n'est pas, l'individu en lui-même n'est pas protégé à moitié ou à 90%. Et quand on est sur une efficacité de 90%, et ben finalement on a 90 individus qui seront effectivement protégés, donc 9 chances sur 10 d'être dans les 100% de protection. Alors, la question de l'efficacité des vaccins en vraie vie, on va commencer par le vaccin Pfizer. Le vaccin Pfizer, vous le savez tous, il est efficace dans les essais à 95%. Plus intéressant, c'est de savoir ce que ça donne en vraie vie. Donc, effectivement, les données d'efficacité, on en a essentiellement dans les populations qui étaient les plus vaccinées. Donc, c'est le cas d'Israël. Et ici, c'est assez intéressant parce que ce sont chez des soignants, près de 10 000 soignants. Sur les Covid symptomatiques, ça ne veut pas dire PCR positif, ça veut dire ceux qui ont effectivement eu des symptômes de type fièvre, anosmie, toux, et de l'ordre de 85%. Si on s'intéresse à la population générale, donc quand on commence à mettre des patients plus âgés, potentiellement plus comorbides que des soignants, c'est donné pareil en Israël avec le vaccin Pfizer, avec près de 500 000, la comparaison de 500 000 vaccinés versus 500 000 non vaccinés, et la réduction du risque de faire une infection documentée est de l'ordre de 92%, une maladie symptomatique 94%, et le risque d'hospitalisation 87%. Lorsqu'on s'intéresse aux données de vraie vie dans un pays un peu plus proche que nous, qui est l'Angleterre, avec la problématique en plus du variant anglais, pareil, dans une cohorte de soignants, et là c'est très intéressant parce que ça commence à donner des informations sur le portage, sur la transmission. Et donc là, on fait des PCR tous les 15 jours à plusieurs milliers de soignants, 23 000 exactement, et on se rend compte que 85% de réduction du risque d'infection chez les soignants. Donc on a un petit signal pour nous dire que ça permet aussi d'éviter le portage au niveau nasopharyngé, puisqu'on est sur du dépistage systématique. Chose aussi très intéressante, finalement, il n'y a pas de 100% d'efficacité avec le vaccin. Quelques personnes peuvent être infectées malgré la vaccination. Mais ce qu'on remarque, c'est chez les quelques individus infectés malgré la vaccination, la charge virale nasopharyngée est plus faible plus on s'éloigne par rapport à la première dose de vaccination. Ici, c'est comme si les gens n'étaient pas vaccinés, ils n'ont pas encore eu le temps de faire leur réponse immunitaire. Et après, avec le temps, à distance, plus il y a d'immunité qui apparaît, plus les charges virales sont faibles. Donc ça aussi, ça a très probablement un impact sur la transmission parce que moins il y a de particules virales, moins elles sont aérosolisées. Alors, attention, puisque Amandine s'est pas trompée. C'est en effet la charge virale ici, elle est plus faible parce que l'unité, c'est le fameux CT. Et vous savez dans vos pratiques que quand le laboratoire nous dit un CT à 35, et ben, il dit c'est un patient qui est plus contagieux. Donc on est bien, encore une fois, face à des charges virales plus faibles chez les gens vaccinés le jour où, malgré tout, ils font l'infection.
Alors, la vraie question aujourd'hui, c'est naturellement la menace des nouveaux variants. Donc, concernant le vaccin Pfizer, en tout cas, toujours une activité neutralisante sur le vaccin anglais et les données de vraie vie sont très rassurantes alors que c'est le variant majoritaire au Royaume-Uni. Concernant le vaccin sud-africain, il y a effectivement une baisse de l'activité de neutralisation avec le vaccin Pfizer, mais qui semble rester acceptable. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ces données-là sont des données de laboratoire, d'accord? C'est-à-dire qu'on a pris des anticorps de personnes vaccinées et dans un tube à essai, on les a mis au contact de virus qui étaient des mutants, mais même des mutants de laboratoire. Donc, en effet, on a une moindre efficacité sur le variant sud-africain, par exemple, mais ça reste intéressant. Mais on reste dans des données de laboratoire. Et on verra que, par exemple, l'AstraZeneca, eux, se sont mis dans des positions différentes. Donc, quand on dit le vaccin Pfizer marche sur le variant sud-africain, c'est des données de laboratoire qui sont certes rassurantes et on espère que vraiment il marche, mais on s'est mis dans des situations un peu différentes d'interpréter les résultats et de voir l'efficacité. De toute façon, globalement, il faut retenir que quel que soit le variant, plus on réduit la circulation virale, moins il y aura d'émergence de variants et plus on se mettra à l'abri pour l'efficacité des vaccins. C'est ça, les variants vont vraiment être là quand il y a de la multiplication de virus parce qu'ils se transmettent d'une personne à une autre. Et donc, moins il y aura d'infections, notamment par la vaccination, le respect des gestes barrières, moins il y aura la possibilité d'avoir de nouveaux variants. Alors, concernant Moderna, ici, pareil, les données de l'essai de phase 3 qui avaient été publiées au mois de décembre, une efficacité tout à fait similaire, 94% pour les Covid sévères. Les données en vraie vie, alors, je n'ai pas de données spécifiques vaccin Moderna, ça sont des données américaines, à près de 250 000 patients adultes aux États-Unis, dont 30 000 étaient vaccinés, et puis le reste, on comparait la survenue du risque d'infection. Ils étaient vaccinés avec soit Pfizer, soit Moderna, les deux vaccins qui étaient commercialisés jusque récemment aux États-Unis. Et effectivement, on a une efficacité en vraie vie qui est de l'ordre de 90% pour réduire le risque d'infection. Et pareil sur le risque d'hospitalisation. Ici, on réduisait notablement les choses. Alors, la question, c'était la durée de l'immunité pour le vaccin Pfizer. Et puis, est-ce qu'il faudra qu'on se fasse à nouveau vacciner régulièrement? Alors, il faut comprendre que pour l'instant, on n'a pas les réponses à toutes les questions. C'est une évidence, mais on a certaines réponses. Alors, concernant le vaccin Moderna, et on peut penser, parce qu'ils ont un mode on va dire, de fonctionnement qui est assez similaire, que c'est la même chose pour Pfizer, dans les essais, ils ont suivi le taux d'anticorps jusqu'à 120 jours après la deuxième injection, avec des données particulièrement rassurantes de stabilité du taux d'anticorps. Maintenant, au-delà, on n'a pas encore les données. Il ne faut pas oublier que dans tous les essais cliniques, les volontaires vont être suivis près de 2 ans avec des sérologies régulières et des tests de neutralisation réguliers. Donc, c'est des données qu'on va avoir progressivement, c'est-à-dire qu'à l'automne prochain, ou dans un an, on saura vous dire si oui ou non les anticorps sont relativement stables et s'il y aura donc besoin ou non de nouvelles infections. Mais il faut nous laisser le temps de pouvoir répondre sur le plan scientifique. Ce qui est rassurant avec ces vaccins, que ce soit les vaccins ARN messagers ou les vaccins vecteurs viraux, c'est qu'ils stimulent à la fois la fabrication d'anticorps, ce qu'on appelle l'immunité humorale, mais ils stimulent également l'immunité dite cellulaire, hein, ces cellules qui vont pouvoir aller détruire d'autres cellules infectées par les virus. Et donc, du coup, on a quand même espoir que la réponse immunitaire à ces vaccins, que ce soit les vaccins ARN ou les autres, ne soit pas trop courte. Combien de temps, on ne peut pas dire, mais de la même façon, quand la pandémie a commencé, on ne pouvait pas être sûr que l'immunité naturelle allait durer plusieurs mois, voire peut-être un peu plus. Et aujourd'hui, on a des données, donc au fur et à mesure, les données augmentent. Alors pareil, vaccin Moderna sur les variants, on observe globalement la même chose qu'avec le vaccin Pfizer, avec une réduction de l'activité de neutralisation sur le variant sud-africain, mais néanmoins qui reste satisfaisante. Mais je reviens sur ce que disait Elisabeth, sur des données purement in vitro, reste à savoir ce qui se passe en vie réelle. Alors, on va parler du vaccin AstraZeneca dit Shadox. Les données des essais avaient montré donc une efficacité globalement de 70% des cas. Il y avait eu l'histoire que certains volontaires dans les essais avaient reçu une demi-dose et d'autres une pleine dose. On avait l'impression que la demi-dose puis une pleine dose faisait mieux que 2 doses pleines. Et puis finalement, le laboratoire a continué avec 2 doses pleines parce que c'était là où il y avait beaucoup plus de volontaires qui avaient participé aux essais.
des données supplémentaires qui sont des données cette fois-ci de phase 3 menées en Angleterre, au Brésil, et également des données de la phase 1-2 sont venues se surajouter. Et notamment, le laboratoire a regardé comment se comportait l'efficacité vaccinale en fonction d'une dose ou de plusieurs doses. Et notamment, ce qu'ils ont pu voir, c'est que quand la deuxième dose était injectée à moins de 6 semaines de la première, on avait une efficacité qui était de l'ordre de 55%, toujours pour les Covid symptomatiques. Et que par contre, quand les volontaires recevaient la deuxième dose à plus de 12 semaines, ou en tout cas à plus de 9 semaines, on va y revenir, on avait une efficacité qui était bien améliorée, qui était de l'ordre de 81%. Ce qui fait que finalement, l'efficacité globale, quand on mélangeait un petit peu ces différents schémas et ces espacements, après 2 doses, était de l'ordre de 96%, de 76%, pardon, 76%. Et que finalement, après une seule dose, quand on allait regarder comment les gens gardaient leur immunité et était l'efficacité du vaccin face à des formes symptomatiques, et ben, jusqu'à plus de 90 jours, on avait toujours une efficacité vaccinale de l'ordre de plus de 75%, ce qui fait que la HAS, comme d'autres autorités de santé dans d'autres pays, a recommandé que la vaccination avec AstraZeneca, que la deuxième injection, la deuxième dose, se fasse entre 9 et 12 semaines. Et vraisemblablement, le fait d'être plus près des 12 semaines apporte vraiment une efficacité bien meilleure et optimale. Pour ce qui est des infections asymptomatiques, les données, là aussi, semblent varier en fonction de quand survient la deuxième dose. Et donc, on a un effet, mais qui là aussi nécessite d'être consolidé. Par contre, de la même façon, comme Amandine vous a présenté tout à l'heure, bien sûr que les vaccins ne sont pas 100% efficaces, mais d'ailleurs aucun vaccin au monde n'est 100% efficace. Par contre, quand les gens vaccinés font un Covid, qu'il soit symptomatique ou asymptomatique, là aussi, toujours le même effet. On a finalement des charges virales qui vont être finalement plus basse. Donc, on peut imaginer que ça va diminuer le risque d'infection à autrui. Et si c'est un Covid symptomatique, la durée de l'excrétion du virus est plus basse chez les gens qui auront fait un Covid malgré le vaccin par rapport à ceux qui font un Covid sans vaccin. En ce qui concerne les variants, vous avez tous entendu en effet que le vaccin AstraZeneca avait montré en Afrique du Sud, face justement à ce variant sud-africain, une efficacité qui était extrêmement décevante. Donc les données sont là, hein, on a des efficacités qui sont très basses. Je tenais juste sans vouloir défendre quoi que ce soit, mais juste à vous montrer que la deuxième dose, dans cet essai-là, qui a montré cette efficacité très faible, survenait entre 21 et 35 jours. Or, il semblerait quand même que quand on espace les doses, on a une meilleure efficacité. Donc, il faudra éventuellement voir dans d'autres pays, puisque l'Afrique du Sud n'a pas continué avec ce vaccin, qu'est-ce que ça donne, en sachant que pour l'instant, en France, le variant sud-africain n'est pas du tout celui qui prédomine. Donc, à un moment donné, il faut aussi pouvoir vacciner une quantité de gens importante pour réduire la circulation du virus et attendre le vaccin efficace et parfait, on y reviendra, ça peut être un jeu dangereux. En ce qui concerne le variant anglais, là aussi, toujours dans des conditions finalement d'essais cliniques, hein, avec des vrais bonhommes qui rencontrent des vrais virus et pas juste des tubes à essai, et AstraZeneca a montré que sur le variant anglais, il y avait une efficacité qui était un tout petit peu plus basse, mais qui était de l'ordre de 75% versus un peu plus de 80%. Enfin, des données de vraie vie pour AstraZeneca, puisque comme c'est le vaccin qui est arrivé un peu plus dernièrement, on a eu moins l'occasion d'avoir des données de vraie vie, contrairement aux vaccins ARN qui sont sortis les premiers. Donc, des données d'Écosse, où à l'échelle du pays, hein, il y a eu la vaccination de plus d'1,5 million de personnes. Non, 5 millions. Alors, non, c'est une cohorte de 5 millions de personnes de population. Merci. Vous voyez que je suis challengée.
AstraZeneca a été injecté chez des personnes âgées, hein, de plus de 65 ans. Vous voyez ici en rouge qu'ils l'ont utilisé dans toutes les populations, mais beaucoup plus chez les personnes les plus âgées. Et ils avaient également du vaccin Pfizer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après une dose, donc vous voyez ici, c'est après une dose, que ce soit entre 7 et 13 jours, 14 et 20 jours, etc., donc jusqu'à 42 jours après une dose, on peut voir que finalement, on a une. Alors ici, c'est pas encore évaluable, hein, puisque c'était pas dans la façon dont le vaccin est arrivé, ce n'était pas évaluable. On va voir que finalement, dans l'efficacité vaccinale pour éviter l'hospitalisation, eh ben, le vaccin AstraZeneca, par rapport au vaccin Pfizer, n'a absolument pas à rougir et montre une efficacité vaccinale très importante pour réduire les formes graves et même les formes hospitalisées, et ce, quel que soit l'âge, que ce soit chez les plus jeunes ou les moins jeunes. Donc, en effet, on a un vaccin qui, dans les essais cliniques, semblait être un peu moins efficace, mais en vraie vie, qui ne démérite pas et qui montre une efficacité importante. Je peux juste te dire peut-être que sur le plan méthodologique, les essais et les publications sur l'efficacité dans les essais n'étaient pas du tout les mêmes pour Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, et voire même qu'AstraZeneca, on n'avait que environ 10 000, 11 000 participants, alors qu'on était à 30 000 pour Moderna et Pfizer, et donc on peut voir des effets. Mais on va dire, pour préciser la nature de l'effet, c'est plus compliqué de le faire avec 10 000 participants qu'avec 40 000. Donc, ne serait-ce que sur le plan méthodologique, ça peut expliquer les différences de résultats des données publiées, en tout cas dans les essais cliniques. Tout à fait. Alors, on avait des questions sur peut-on choisir le laboratoire? La réponse est non. Alors, c'est pas de notre fait, hein. C'est une décision qui a été nationale. Et d'ailleurs, je pense que c'est partout pareil dans les pays. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de vaccins. Donc, on a du vaccin Pfizer, on a un petit peu de vaccin Moderna et on a du vaccin AstraZeneca. Et donc, l'idée, face à des vaccins qui, encore une fois, sont efficaces, hein, et notamment les données de vraie vie sont vraiment dans ce sens-là, bah, l'idée, c'est de pouvoir vacciner le plus possible de gens, et on n'est pas dans la possibilité d'avoir le choix parce que, encore une fois, les vaccins sont efficaces. Ils ont montré des données de sécurité également qui sont tout à fait intéressantes. On va y revenir, même si les deux types de vaccins ont des effets secondaires, et donc on n'est pas dans le choix. Et pour ce qui est justement des soignants, hein, puisque initialement il y a eu la vaccination avec le vaccin Pfizer, puis avec le vaccin AstraZeneca, à part pour quelques soignants qui rentrent dans la catégorie des vaccins ARN, et ben en pratique, ça permet, grâce à l'arrivée du vaccin AstraZeneca, de vacciner beaucoup plus de gens. Et on rappelle que les soignants qui peuvent s'infecter, et d'ailleurs pas toujours sur leur lieu de travail ou pas, en tout cas pas toujours au contact des patients, loin de là, vont par contre être une catégorie qui, fort heureusement, est habituellement plus jeune, moins comorbide et qui a moindre risque d'hospitalisation. Donc encore une fois, cette stratégie-là, elle est tout à fait, je dirais, logique à l'échelle de la population pour, encore une fois, aller lutter contre cette infection, et à l'échelle de l'individu, ben, a une protection également très intéressante avec le deux types de vaccins. Alors, pour revenir à l'efficacité en vie réelle, effectivement, vous avez vu ces données très intéressantes, Israël, Écosse et Royaume-Uni. Simplement pour vous dire qu'en France, on commence très probablement à vivre, cette politique porte probablement les fruits, en particulier chez les patients de plus de 80 ans, les plus de 90 ans, et aussi un petit signal, puisque le nombre de cas positifs dans ces classes d'âge diminue, ainsi que les nombres d'hospitalisations. Et on va voir sur la diapo suivante aussi que dans les EHPAD, où une large proportion de patients a été vaccinée, on a observé depuis environ 14 jours après le début de la campagne de vaccination, d'ores et déjà une baisse du nombre de quotidiens de décès. Cette donnée ne veut pas dire forcément causalité, mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant. Alors, un mot de la tolérance, parce que c'est des choses importantes. Alors, concernant le vaccin Pfizer-BioNTech, donc les données des réseaux de surveillance, globalement, la plupart des effets secondaires ont lieu dans les moins de 24 heures. On a un petit warning sur tout ce qui est hypertension artérielle, troubles du rythme cardiaque, mais qui surviennent plutôt chez des patients qui ont des facteurs de risque. Il n'y a pas lieu de contrôler la tension après ou avant la vaccination quand tout se passe bien. Et effectivement, aussi les alertes sur l'allergie, mais sur laquelle on reviendra. Globalement, se souvenir que pour ce qui est des vaccins ARN, en tout cas Pfizer-BioNTech, les effets secondaires sont
plus important en termes de fréquence lors de la deuxième dose que lors de la première dose. Et on verra que c'est plutôt l'inverse avec les vaccins à vecteurs viraux. Avec d'ailleurs des syndromes pseudo-grippaux lors de la deuxième dose qui peuvent être un peu cognés. Concernant le vaccin Moderna, peu d'effets secondaires rapportés. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas. Simplement, finalement, le Moderna est beaucoup moins présent. Donc, naturellement, il y a forcément d'effets indésirables visualisés. Concernant l'allergie, donc c'est quelque chose qui n'avait pas été vu dans les essais. C'est à partir du moment où on s'est mis à vacciner l'Argamagnon en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et au départ, on avait l'impression qu'on avait une fréquence de 10 par million de doses administrées. C'est habituellement de l'ordre de 1 million pour les autres vaccins. Et en fait, avec le temps, en sélectionnant peut-être un petit peu mieux les patients, c'est-à-dire en contre-indiquant ce vaccin chez des patients qui avaient des antécédents d'anaphylaxie à l'un des composants ou d'allergie à l'un des composants, cette incidence diminue progressivement et on est de l'ordre de 5 par million de doses pour Pfizer et 2,5 pour Moderna. Ça, c'est des effets indésirables très rares. Donc, c'est uniquement quand on vaccine un très grand nombre de personnes et qu'on dépasse le million qu'on peut commencer à observer ce type d'événement. Donc, les sociétés françaises, et notamment la Société française d'allergologie, a bien émis des recommandations. Et comme vous allez le voir, et d'ailleurs, c'est vrai pour les autres vaccins, on peut avoir des antécédents d'allergie graves, mais à partir du moment où on n'est pas face à des allergies de composés du vaccin, de composants pardon, du vaccin, il n'y a pas de contre-indication à la vaccination. Alors, en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca et Shadox, je vous ai montré ici les effets secondaires, que ce soit des effets secondaires locaux ou généraux. Et dans leur phase 1, ils avaient regardé ici l'impact du paracétamol en prophylactique. Alors, je sais que… Prévention prophylactique. En prévention de la survenue d'effets secondaires. Donc, on prend du paracétamol 1 heure avant l'injection et puis on continue d'en prendre tout de suite après en systématique. Alors, ça a pu être recommandé au niveau national. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça annule complètement les effets secondaires qui soient locaux ou généraux, puisque vous voyez ici, c'était avec paracétamol, ici sans paracétamol, il y avait quand même la présence d'effets secondaires. Ça, c'est pareil, c'est avec paracétamol, sans paracétamol pour les syndromes pseudo-grippaux. J'attire votre attention sur le fait que dans d'autres vaccins, qui ne sont pas le vaccin Covid, l'utilisation de paracétamol en prévention des effets secondaires peut éventuellement diminuer la réponse immunitaire. Par contre, quand on l'utilise en thérapeutique, c'est-à-dire dès qu'on commence à avoir un peu trop mal au bras ou qu'on commence à sentir un peu fébrile, dès qu'on le prend et en le prenant à ce moment-là systématiquement, ça n'impacte pas la réponse immunitaire. Donc, nous, c'est plutôt ce qu'on recommande. Mais il a pu être recommandé d'utiliser le paracétamol en préventif. Il ne faut pas s'attendre, par contre, à ce que ce soit 100% efficace là non plus. Ce qui a été également démontré, c'est que lors de la deuxième dose des vaccins de type vecteur viral, donc AstraZeneca ou Janssen, on avait beaucoup moins d'effets secondaires et c'est finalement l'inverse avec les vaccins ARN où c'est lors de la deuxième dose qu'on sent un peu passer la vaccination. Et par contre, plus le sujet est âgé, moins il y a d'effets secondaires à la vaccination AstraZeneca. Après, ces effets secondaires-là, ils sont réels, ils ont déjà été bien évalués dans les essais. La pharmacovigilance a pu en effet produire des données avec notamment des effets indésirables de type syndrome pseudo-grippal qui ont pu éventuellement conduire à des arrêts de travail. Ce sont des effets secondaires qui sont globalement bénins et qui vont rentrer dans l'ordre au bout souvent de 24-48 heures, avec éventuellement des fièvres qui par contre peuvent monter en effet à plus de 39-40. Pour autant, il ne faut jamais oublier que face à un Covid, ces effets secondaires sont en général bien moins importants qu'un Covid où la personne, sans même faire un Covid grave, va pouvoir rester fébrile pendant 7 voire 10 jours. Et il y a beaucoup de collègues qui ont à la fois connu le Covid et à la fois connu le vaccin AstraZeneca et qui préfèrent le vaccin AstraZeneca. En ce qui concerne l'allergie, tous ces vaccins-là, que ce soit les vaccins ARN ou les vaccins vecteurs viraux,
ont un composé qui est soit du PEG, soit du polyéthylène glycol, soit un composé qui est très proche du polyéthylène glycol. Et on pense, même si on n'a pas complètement de certitude, que c'est ces composés-là qui peuvent donner des allergies. Il faut savoir qu'on les trouve dans plein de choses, ces polyéthylène glycol. Et donc, pour AstraZeneca, il peut y avoir aussi de l'anaphylaxie. Et de la même façon, on utilise les mêmes règles pour mettre en garde les gens qui pourraient éventuellement faire des formes graves. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas de contre-indication. Alors, pour revenir un petit peu pour la comparaison, parce que l'un des arguments de la vaccination, c'est la crainte des effets secondaires. Au Royaume-Uni, ils ont administré presque la même quantité de doses de vaccin Pfizer que Oxford AstraZeneca. Et globalement, la fréquence des effets secondaires est la même, 3 pour 1000 doses. Il faut imaginer que si en France, on a un petit signal pour AstraZeneca, c'est surtout non pas lié au vaccin, mais lié à l'âge des vaccinés. Comme vous l'a montré Elisabeth, les effets secondaires, que ce soit avec les vaccins ARN de type réactogénicité ou les vaccins à vecteurs viraux, globalement, sont moindres chez les patients les plus âgés et sont plus importants chez les plus jeunes. Et en France, au départ, on a vacciné nos patients très âgés et d'un seul coup, du jour au lendemain, un week-end, on a ouvert la vaccination à des patients plus jeunes. Donc, naturellement, on a eu un effet à des soignants, effectivement, à des soignants plus jeunes naturellement. Et donc, d'un seul coup, on a eu un gros signal sur cette réactogénicité. Et c'est plutôt lié à l'âge des vaccinés que lié au vaccin. Et parfois un signal parce que dans un service, l'équipe ou deux, trois personnes avaient été se faire vacciner en même temps. Et s'il y a un syndrome pseudo-grippal un peu cogné avec besoin de rester couché le lendemain, bah forcément, ça peut poser souci dans les services. Alors très rapidement, parce que il a été approuvé par la FDA aux États-Unis, donc le vaccin de Johnson Johnson ou Janssen en Europe, c'est donc, comme je vous l'ai dit, un vecteur viral, un adénovirus. Pour vous dire, efficacité globale 66%, aux États-Unis 72%, en Afrique du Sud où l'essai de phase 3 a également été mené 57%. Donc un vaccin qui semble marcher sur le variant sud-africain, mais avec des efficacités qui sont proches de celles d'AstraZeneca. Par contre, une efficacité de plus de 85% pour les formes graves. Et là, on est sur une dose. Et il faut savoir que Johnson Johnson a le même vaccin, mais avec deux doses, et qu'au CHU de Saint-Étienne, dans le cadre de Covirevac, on teste justement cet essai en deux doses. Donc, on pourra vous en dire un peu plus. En tout cas, une efficacité qui semble être maintenue avec l'âge et qui ne fait pas débat en termes d'efficacité. Alors, globalement, qui vaccinait au 1er mars 2021 et avec quel vaccin? Alors, c'est quelque chose d'extrêmement mouvant. Il faut limite regarder toutes les heures. Donc, les professionnels de santé de moins de 65 ans, les aides à domicile avec le vaccin Oxford AstraZeneca parce qu'il est disponible et il faut aller se faire vacciner le plus rapidement possible pour réduire cette circulation virale. Les personnes de plus de 75 ans, parce qu'en fait, dans les vaccins Oxford AstraZeneca, dans les essais, il y avait peu de patients très âgés qui avaient été inclus. Mais en vraie vie, on a vu que vraisemblablement ça marche. Mais en tout cas, pour l'instant, les plus de 75 ans, ça reste les vaccins ARN. Les 65-74 ans, bah, s'ils ont des gros facteurs de non-réponse immunitaire éventuellement, plutôt un vaccin ARN. Par contre, depuis hier, l'heure est ouverte la vaccination Oxford AstraZeneca, ce qui favorise aussi, puisque vous savez, elle est disponible chez les médecins généralistes et va être aussi disponible dans les pharmacies, donc aussi de favoriser l'accessibilité à la vaccination. Les personnes en situation de handicap qui vivent en foyer de moins de 65 ans, Oxford AstraZeneca, et des pathologies à très haut risque, plutôt les vaccins ARN messagers, sachant qu'attention, avoir plusieurs pathologies qui nous paraissent graves ne suffisent pas. Il y a une liste de pathologies rares qui est régulièrement remise à jour et qui est vraiment extrêmement précise. Donc, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un diabète et une insuffisance cardiaque qui permettent d'être dans la liste des pathologies à très haut risque. Il faut, par exemple, 2 insuffisances d'organes ou alors on a aussi la population des dialysés. Donc, il faut vraiment être très méfiant et les 50-64 ans, en priorisant plutôt les patients avec un facteur de risque de Covid grave, avec le vaccin Oxford AstraZeneca. Donc, essentiellement, ils ont été vaccinés, ils sont vaccinés via leur médecin traitant. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces données de vraie vie, et notamment les données très encourageantes du vaccin AstraZeneca en Écosse, vont permettre, et tous les pays d'ailleurs d'Europe, hein, l'Allemagne également, sont en train de changer un peu leur fusil d'épaule et on va pouvoir vacciner des personnes qui étaient la fameuse tranche d'âge qui ne pouvaient pas être initialement et n'étaient pas éligibles à la vaccination ARN messager, qui sont les 65-74 ans, et vous le savez, qui sont malheureusement des personnes qu'on reçoit régulièrement pour des Covid et parfois des Covid graves.
Donc, encore une fois, au plus on pourra vacciner de personnes à risque, et ben, au plus on espère pouvoir assez vite ne plus être dans la situation dans laquelle on est. Globalement, alors ce sont les Il faut qu'on chiffres accélère. au 18 février, mais simplement pour vous dire que près de 3 millions de personnes, et c'est plus, ont été vaccinées en France, essentiellement avec du vaccin Pfizer pour des raisons évidentes qu'il a été le premier arrivé. Et ce qui est très rassurant, c'est la couverture vaccinale en EHPAD. Alors elle a même continué d'augmenter, hein. Je crois que c'est plus de 90% des résidents d'EHPAD qui ont reçu une dose et déjà 40 à 50% leurs deux doses. Par contre, ce qui est peut-être un petit peu plus préoccupant, c'est la faible couverture vaccinale chez les soignants. Alors, tous n'étaient pas concernés puisqu'ils n'avaient pas tous plus de 50 ans dans les EHPAD, mais néanmoins, il y a un petit effort à faire de ce côté-là pour pouvoir protéger tout le monde. Alors, pour ceux qui se disent, bah, je vais attendre de voir avant de me faire vacciner, c'est une possibilité puisqu'on est bien d'accord que la vaccination n'est pas une obligation, elle est recommandée. Et dans les vaccins, quand on dit recommandé, nous, à titre médical, c'est qu'on considère vraiment qu'il faut la faire. C'est pas que c'est moins important qu'un vaccin obligatoire. Mais aujourd'hui, il y a plus de 250 millions de personnes dans le monde qui ont été vaccinées avec vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca et dans quelques temps que ça va continuer d'augmenter avec le vaccin Janssen. Donc on peut toujours attendre, mais voilà, avec 250 millions de cas, il y aura des effets secondaires dramatiques. Voilà, on a la masse critique largement pour s'en rendre compte. Et en parallèle de ce nombre important de vaccinations, ben, on voit déjà les bénéfices de la vaccination, puisque par exemple Israël qui a vacciné plus de 93% de sa population, c'est-à-dire que 93% des Israéliens ont reçu au moins une dose de vaccin, ont été les premiers à fournir des données en vraie vie et des données d'efficacité vaccinale. Vous voyez que nous, en France, malheureusement, on est à 6% pour l'instant. Donc, il y a encore vraiment beaucoup de travail et le fait de pouvoir faire appel aux médecins généralistes, aux pharmaciens, aux infirmiers pour vacciner en l'occurrence avec AstraZeneca. Alors pourquoi AstraZeneca? Parce que vous savez que c'est celui qui peut se maintenir à température entre 2 et 8 degrés. Un généraliste ou un pharmacien ne peut pas avoir un moins 80 degrés comme congélateur dans son cabinet. Donc c'est pour ça que c'est ce vaccin-là qui est fait. Et de la même façon, le vaccin de Janssen va pouvoir aussi être utilisé comme ça en population générale. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, et ce qui est important, c'est que finalement Israël et le Royaume-Uni, qui sont les plus en avance, sont probablement les premiers pays qui vont atteindre ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Et globalement, connaissant le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre d'infections à partir d'un cas de Covid, il faudrait que 60 à 70% de la population soit immunisée. Donc, il faut y aller. Il faut qu'on accélère. Donc, il y a des questions en suspens. Alors, quid de la vaccination après un Covid? Tout ça pour vous dire que quand on fait la maladie, quand on fait le Covid, on sait maintenant qu'on va avoir une réponse immunitaire dans la majorité des cas, qui va être une réponse à la fois en anticorps et donc humorale et dite cellulaire. Que ces anticorps, notamment neutralisants, au moins dans des corps de soignants, et ça a été démontré aussi dans d'autres populations, va perdurer dans le temps, 6 mois, 8 mois, et maintenant quelques données un peu plus longues, qu'il y a les Anglais qui ont regardé l'impact d'avoir des anticorps face au risque de réinfection. Et bien très clairement, les gens qui ont des anticorps, donc qui ont déjà fait le Covid, dans un espace de 6 mois, ont un risque de réinfection qui est extrêmement faible. Et donc, il y avait des questions justement sur le délai entre l'infection par le Covid et la vaccination et le nombre d'injections. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand j'ai des anticorps? Donc, en pratique, notre société savante et Amandine et moi-même, on a participé à cette recommandation, a été ensuite écoutée par l'HAS et a été du coup transformée en recommandation. C'est-à-dire que quand on est immunocompétent, quand on a un système immunitaire qui fonctionne bien et qu'on a fait le Covid, on peut tout à fait attendre 6 mois pour se faire vacciner, tout simplement parce qu'on a encore une protection, une immunité naturelle. Et quelque part, la dose qu'on ne prend pas en se faisant vacciner à 3 mois, mais à 6, c'est quelqu'un qui n'est pas protégé qu'on va pouvoir vacciner. La question de 1 ou 2 injections de vaccin après avoir fait un Covid, alors il y a maintenant beaucoup de travaux qui montrent que quand on a fait un Covid, et même s'il y a plusieurs mois, Et asymptomatique ou symptomatique. et y compris quand on a fait juste finalement un test PCR positif sans symptômes, et qu'on reçoit une dose de vaccin, eh ben, on booste notre immunité naturelle.
et on a des taux d'anticorps après une dose qui sont l'équivalent de quelqu'un qui n'a jamais fait le Covid, qui reçoit une dose de vaccin, puis une deuxième dose. Donc très clairement aujourd'hui, et ça a été redit hier, je crois, par Olivier Véran, quand on a fait le Covid, une dose suffit. Donc ça, c'est valable pour les personnes immunocompétentes. Pour les personnes qui sont immunodéprimées, on va rester plutôt dans un délai de 3 mois après le Covid et 2 doses de vaccin, en sachant que les immunodéprimés sont vraiment les gens qui reçoivent notamment des traitements qui vont diminuer leur immunité, une chimiothérapie par exemple, ou qui sont greffés. Quelqu'un qui a fait le Covid après avoir eu une première dose de vaccin, et ben finalement, il a fait le Covid, donc il re-rentre dans la règle de je reçois mon vaccin 6 mois après avoir fait le Covid. Et finalement, la première dose, en fait, elle n'a pas eu le temps d'être efficace. Et donc, ça a été un peu une balle à blanc, quoi. Alors, quelques situations particulières. Faut-il vacciner les femmes enceintes? Le Conseil national des gynécologues obstétriciens le conseille, plutôt avec des vaccins ARN. Pourquoi? Parce que vraiment, grossesse et Covid, ça fait très mauvais ménage, avec un risque relatif, donc un risque augmenté x 30 de décéder lorsqu'on est enceinte par rapport à des femmes de ménage non enceintes. L'allaitement, vraiment, la vaccination est réalisable. Ce n'est pas encore clairement dit par la HAS que ce soit pour les femmes enceintes et l'allaitement. Mais il faut aussi prendre en compte les facteurs de risque d'exposition des patients. Pour l'immunodépression, on en a largement parlé. Et on vous a laissé des liens donc que vous pourrez consulter. Alors, rapidement, on va essayer de pouvoir répondre à quelques questions. Hop. Ok. Alors, des éléments de comparaison sur le taux d'anticorps au sein de l'organisme entre deux personnes, la première ayant été vaccinée et une deuxième ayant été contaminée avec une réaction bénigne, supportée avec seulement des ferragans. J'ai entendu un scientifique qui disait que cela serait comparable, mais une seule dose serait nécessaire. Je crois qu'on vous a montré toutes les données sur justement l'infection naturelle, le taux d'anticorps. C'était les dernières slides où on comparait qu'effectivement l'infection naturelle agissait un petit peu comme une première dose de vaccin et la deuxième dose venait faire l'injection, et la dose faisait l'injection de rappel pour une immunité tout à fait satisfaisante. Alors, après, on avait, pour la seconde dose, est-il préférable d'attendre la 12e semaine ou peut-on la programmer directement la 9e? Alors, les données qu'on vous a montrées semblent plutôt quand même être en faveur de se rapprocher le plus possible de 12 semaines. Donc, si vous avez le choix entre 8 semaines et demie ou 12 semaines et demie, prenez 12 semaines et demie. Sachant qu'il faut quand même noter que dans les données de vraie vie qu'on vous a montrées, en particulier en Écosse, beaucoup des après gens avaient une reçu dose. qu'une seule dose parce que vous savez que les Anglais ont allongé le délai entre deux vaccins parce qu'ils étaient dans une situation épidémique catastrophique. Et pareil, ce qui peut expliquer ensuite un petit peu plus longtemps une différence peut-être à la défaveur des vaccins ARN messagers en Angleterre, c'est qu'inversement, ils n'ont aussi pas forcément respecté les délais à 28 jours pour les vaccins ARN qui semblent par contre être un peu plus critique de bien maintenir cet intervalle à 28 jours pour les vaccins ARN messagers. Alors, vraisemblablement, dans le chat, il n'y a pas plus de questions. On sait que votre temps est contraint à tous et on remercie les gens qui ont pu se joindre à nous. On reste à disposition pour d'autres questions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans quelque chose qui est très mouvant parce qu'il y a en permanence des données de vraie vie, notamment. Il y a aussi de nouveaux vaccins qui arrivent. Alors, on aurait pu dire un mot de Spoutnik, mais comme c'est un vaccin qui montre des résultats intéressants, mais la Russie n'a pas fait, enfin, Gamaleya n'a pas fait la demande pour être autorisé par la FDA ou par l'EMA, ben, on vous en a pas parlé puisque c'est pas un vaccin qui va arriver tout de suite. C'est pas qu'on cache des choses, mais voilà. On est aujourd'hui face à une chance énorme. On aurait pu vous montrer des images du monde, là où il y a des vaccins et là où il n'y en a pas. Donc, on a quand même, nous, la chance d'avoir des vaccins. Aucun n'est parfait. Ils peuvent avoir des effets secondaires qu'il faut mettre en balance aussi de ce qu'est le Covid, parce que même quand on ne fait pas un Covid grave, eh ben, on peut quand même, vous le savez, faire un Covid long, ou en tout cas se traîner derrière pendant un certain temps, ou rester fébrile très longtemps. Donc encore une fois, la balance bénéfice-risque de ces vaccins, elle est favorable. Et les données en vraie vie, finalement,
semble montrer une efficacité qui globalement est comparable de ces vaccins, notamment sur certains risques tels que l'hospitalisation, la transmission également. Et enfin, je crois que ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'au plus on sera vacciné, au plus on respectera les gestes barrières, les mesures barrières, au moins on aura de transmission du virus et au moins on lui laissera la possibilité de nous faire de nouveaux variants qui peuvent en effet éventuellement mettre en péril à la fois l'immunité naturelle, c'est ce qui s'est vu à Manaus, où pourtant beaucoup de gens avaient fait le coronavirus sur la première vague et puis dernièrement avec le variant, de nouveau beaucoup ont fait des formes et des formes graves, mais aussi l'immunité post-vaccin. Donc en pratique, je crois qu'on peut tous être acteurs et tous participer justement à cette lutte contre le coronavirus. Voilà, on reste à disposition pour des questions et puis on vous souhaite Une excellente journée. une bonne fin d'après-midi. À bientôt.